Bon allez, ça c'est fait. Jingle. Salut à tous, je continue lentement ma transition de la monture EF à la monture RF et aujourd'hui on va parler d'un objectif incontournable quelle que soit votre chapelle, le 70-200 et plus particulièrement le Canon RF 70-200 2.8 qui a fait beaucoup de bruit et qui a beaucoup clivé à sa sortie. Jusqu'ici on était plutôt habitué à ce genre de 70-200 à zoom interne bien dodu et Canon est arrivé sur le devant de la scène avec ceci. Un objectif télescopique, un tiers plus court qu'en replié et un tiers plus léger. Alors moi, comme beaucoup de photographes, j'entretiens une très bonne relation avec mon 70-200. C'est un objectif qui est extrêmement pro. Je veux dire par là qu'il offre un très bon rendement avec son piqué, sa stab et son AF super véloce. C'est un des deux objets les plus importants dans mon travail, autant en extérieur pour de la pub ou du lifestyle, qu'en studio pour du portrait ou du produit. C'est le deuxième objet que j'utilise le plus, le premier étant le 24-70. Et contrairement au 24-70, j'aime vraiment ses images. J'aime son caractère, j'aime son pouvoir séparateur et sa compression, mais voilà, il n'est pas dénué de défauts, le plus gros pour moi étant sa map minimale à 1,20 m qui le rend pas super maniable en intérieur ou en proxy, et à 200 mm il a le même pouvoir grossissant que le 24-70 à 70 mm, c'est pas foufou. Il a aussi tendance à attirer l'œil de par sa taille et de par sa couleur, et il est un peu ancré dans la conscience collective comme un objet de mec qui bosse pour Paris Match, alors que le 24-70 lui passe beaucoup plus discrètement. Autant dire qu'à l'annonce du 70-200 il y a de ça 2 ans, ça a été pour moi un des déclencheurs dans ma transition à la monture RF, et c'est l'un des objets qui contribue le plus à rendre sexy l'écosystème Canon, je trouve. Construction! Alors sa construction est entièrement en polycarbonate, ce qui explique le gain de poids. Alors je vous entends déjà gueuler, quoi? Un objet en plastique, télescopique, à 3000 balles? Calmez-vous. Si vous voulez vous rassurer, lisez le teardown de Lens Rental sur cet objectif. Ils ont rarement vu un objectif aussi bien conçu et ils en démontent un paquet des objectifs. Regardez par exemple les glissières de zoom. La plupart des objectifs en disposent de 2 ou 3. Cet objet en a 6 et elles sont toutes oversize. N'ayez donc pas peur que cet objet prenne des coups, même en pleine extension, parce qu'il est conçu vraiment comme un tank. Un tank en plastique. Autre détail que j'ai aimé dans la conception de cet objectif, ce sont les filtres à air qui sont disposés tout autour de l'élément frontal et qui permettent de contrôler les flux d'air qui rentrent dans l'objectif. Canon a scellé certains endroits et a permis à l'air de rentrer par d'autres endroits en contrôlant les flux et en mettant des filtres à air, ce qui permet d'empêcher un maximum que les merdes rentrent à l'intérieur. Je trouve que cette conception est assez novatrice et assez maligne pour un objectif. À ce sujet, je vous invite aussi à lire l'article de la mouche coincée dans un 70-200 EF, celui-ci, et qui remettra peut-être en question vos préjugés sur la tropicalisation de ce genre de construction, mais aussi sur l'impact optique que peut avoir une mouche dans un objectif. C'est vraiment super intéressant. Bref, pour résumer, Canon promet une tropicalisation égale ou supérieure à cet objectif dans le nouveau RF 70-200. Le design optique, le design optique permet aussi de gagner en poids grâce à la nouvelle distance de tirage de la monture RF. Canon a pu reculer l'élément arrière à fleur de la monture et il devient maintenant asphérique pour corriger le coma et les aberrations chromatiques sans utiliser de lentilles dédiées. Cette manip permet de faire passer le nombre d'éléments de 21 à 17 dans cet objectif sans perdre en qualité optique. En contrepartie, cette architecture nous fait perdre la possibilité d'y accrocher un doubleur de focale, mais on verra ça plus tard. Comme sur le 70-300, les bagues sont désormais à l'extérieur, elles sont désormais inversées, ce qui est une tendance générale chez la plupart des constructeurs, et j'avoue que c'est pas ouf pour la prise en main. Mais bon, c'est pas super dramatique sur cet objet parce que quand on le compare à l'ancien 70-200, monté sur la bague d'adaptation, les bagues de zoom se situent à peu près à la même distance du boîtier. La bague de zoom a une bien plus grande course par contre, ce qui rend impossible de passer de 70 à 200 en un seul mouvement. Il faut s'y reprendre à 2 fois. Et c'est pas super confort si vous changez assez vite et fréquemment de focale. Sur l'ancien modèle, c'était vraiment un quart de tour, c'était très rapide. Autre truc qui peut choquer au premier contact,
c'est que certains éléments ballottent à l'intérieur de cet objet quand on le prend en main. Parce que Canon, toujours dans un souci de gain de poids, a supprimé le système de verrouillage des lentilles flottantes. Et désormais sur les mirrorless, la stab est alimentée en permanence quand le boîtier est sous tension. Ce qui verrouille les lentilles. Bon, faudra m'expliquer en quoi c'est une avancée. Pas du côté de l'optimisation énergétique en tout cas. Le Diaph a maintenant 9 lamelles contre 8. Ça va rien révolutionner à votre vie, mais ça va rendre le bokeh un poil plus doux et plus rond quand vous commencez à fermer un peu aux alentours de 5-6. Truc foufou, cet objet ferme à f32. Je sais pas à quoi ça sert, vu la diffraction qu'il y a à 45 mégapixels, je doute que ça soit utilisable. Allez savoir. Si vous avez des applications en tout cas, faites-m'en part dans les commentaires. Allez, on fait un petit tour du layout avec toujours le bon vieux limiteur de plage autofocus qui permet de rendre l'objectif plus véloce si vous shootez au-delà de 2,50 m. On a aussi toujours le débrayage de l'autofocus. Ah oui, désormais, la bague de map est électronique. Ça peut paraître rien, mais elle change de comportement, elle est plus ou moins véloce ou plus ou moins smooth, que vous soyez en photo ou en vidéo. On a aussi perdu l'échelle des distances maintenant, qui est devenue une fonction obsolète sur les mirrorless, puisque c'est maintenant visible directement dans le VF. Gros bond du côté de la stab par contre, où on a désormais 5 stops, contre 4 stops pour la version EF. Et Canon dit que combiné au R5 ou R6, on peut monter jusqu'à 8 stops. Ça reste à prouver par contre. Mais en tout cas, c'est dû au nouveau débit de la monture RF qui permet de combiner à la fois les informations gyroscopiques de l'objectif, plus les informations images et gyroscopiques du capteur du R5 et qui permet aussi de synchroniser la stabilisation de l'objectif avec la stabilisation du capteur. En stabilisation, on a toujours les modes classiques avec le mode 1, stabilisation complète, le mode 2, stabilisation horizontale pour faire des filets, et enfin un petit nouveau, la stabilisation au déclenchement pour les gens qui shootent des trucs qui bougent vite de manière erratique et qui ne veulent pas être ralentis par la stabilisation, du style un guépard, un match de basket ou un enfant qui court. En brûlant. Et enfin, la bague programmable sur laquelle j'ai programmé des modes autofocus et qui est super pratique. Le seul problème, c'est qu'il faut un nombre critique d'objets dans son parc pour avoir la mémoire musculaire et utiliser cette bague sans y réfléchir. Ce qui n'est pas mon cas puisque c'est mon premier objet RF. La bague de zoom est ferme et virile. La bague de map est smooth et lubrifiée alors qu'on a un truc beaucoup plus texturé sur la bague programmable. Bon, je vais arrêter là parce qu'on va être démonétisé. Voilà pour le layout. On me dit dans l'oreillette que nous ne sommes pas monétisés. Autofocus. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette. Niveau autofocus, on a désormais 2 moteurs nano USM. Les moteurs USM étaient connus pour leur patate et leur vitesse, leur précision, mais pas forcément pour leur souplesse. Et maintenant que règne la vidéo, il est cool d'avoir un AF un poil plus souple. Donc, Canon a mis 2 plus petits moteurs qui permettent de combiner le couple d'un moteur ultrasonique classique avec la souplesse et la progressivité de moteurs plus légers. À l'usage, l'autofocus de cet objet est juste incritiquable. Il est vif et coupleux en photo et il est doux et progressif en vidéo et vraiment silencieux, c'est un régal. Au bout, nous avons un élément frontal traité au fluor pour éviter les traces de gras avec un filetage en 77 mm, on s'en fout. Ok, j'enchaîne. Le pare-soleil, alors celui-là, je l'adore. Même s'il fait pas l'unanimité de par sa taille, sa construction est massive. Il a un petit revêtement strié mat et il abandonne la moquette qui attrape la merde. Et il dispose d'une petite trappe comme ça pour accéder à son filtre ND pour pouvoir le manipuler. Trappe qui s'accroche absolument de partout et qu'on passe tout le temps son temps à refermer. Mais surtout, il est bien large et il abandonne la forme en tulipe de l'ancien. Alors moi j'utilise en permanence un pare-soleil, pas vraiment pour le soleil parce que les revêtements sont vraiment résistants aux flares de nos jours, mais pour protéger l'élément frontal des chocs, des gouttes ou des projections. Et ou même changer l'objectif rapidement et le poser comme ça sur une surface parce que vous savez qu'un objet c'est plutôt tubulaire et ça a tendance à rouler. Non, qui est plutôt tubulaire, qui est plutôt conique, qui est plutôt... donc vous pouvez évidemment l'enlever pour rendre l'objectif plus compact, mais moi je le garde vissé en permanence. Tout ça me dispose en plus de mettre un filtre UV sur mon objet dont je suis pas fan, car à l'inverse du pare-soleil, il a tendance à augmenter le flair, à prendre les gouttes d'eau et les traces, et il protège pas plus que ça puisque j'en ai déjà pété dans mon sac. Et surtout, ça n'a jamais amélioré la qualité d'image. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur les bagues d'adaptation Canon à ce sujet. Vous avez vu, j'ai pas parlé du collier.
Ben parce que sur cet objet on s'en fout un peu en fait. Hein. Il est plus léger que le 85 1.2 qui n'a pas de collier et il est beaucoup plus léger que le 28-70 qui n'en a pas non plus. J'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser. C'est pas un objectif qui va déséquilibrer le R5 et il servira surtout à ceux à mon avis qui shootent sur monopode. Bon, puisqu'il faut en parler, bon bah ce collier il est mieux que l'ancien, ça c'est sûr, parce que maintenant on peut l'enlever sans démonter l'objectif et puis il est plus léger. Mais bon, on va pas se mentir, hein. Au niveau collier, toute la concurrence fait mieux que Canon, avec des pieds qui sont souvent usinés pour être compatibles Arca suisse, ou alors des pieds qui peuvent se dévisser directement de l'objectif. Donc on évacue la question du collier, on enchaîne. Sur le terrain, à l'usage, cet objectif est un vrai plaisir. Il m'a fait vraiment redécouvrir le 24-70. Il rentre dans tous les sacs et il est en totale harmonie avec le grip du R5. Dans ma pelli, il rentre à la verticale, ce qui me laisse plus de place pour y ranger un objectif supplémentaire ou des vêtements de rechange ou des fruits secs afin d'apporter aux muscles tous les acides gras essentiels à une croissance maximum. Il me fait d'autant plus économiser de place qu'il va remplacer deux objectifs car je n'ai plus besoin non plus du 70-300 qui me servait de téléobjectif compact. Et puis à sa distance minimale de focus qui est maintenant à 70 cm, ce qui le rend beaucoup plus polyvalent et maniable en intérieur ou en proxy. Alors oui, il n'est pas compatible avec un doubleur, mais après en avoir essayé un pour couvrir un Grand Prix de MotoGP, je ne suis pas du tout séduit par les perfs autofocus et le piqué qu'il produisait avec mon 5D couplé à ce 70-200. Je connais pas les perfs du doubleur RF, mais je me dis qu'avec le R5, je pourrais avoir de meilleurs résultats juste en croppant dans les 45 mégapixels. Ça c'est mon avis, hein. Mais je conçois... Ça c'est mon avis, hein, mais je conçois que ça soit rédhibitoire pour certains d'entre vous. Des tests, ça vous intéresse? En fait, je m'en fous, c'est ma review. Voilà les tests. Test de piqué. À grande et moyenne distance, le RF et le EF sont très proches en termes de piqué. Ce qui, à mon avis, était le but de Canon, produire la même qualité 30% plus petit. C'est donc pas super excitant, mais c'est tout à fait honorable car le EF 70-200 a toujours été l'un des meilleurs 70-200 sur le marché, toutes marques confondues. Ça change par contre en close focus où le RF devient beaucoup, mais vraiment beaucoup plus homogène. Là où le EF s'effondre carrément sur les bords. Bon, on en avait parlé, la proxy, c'est pas vraiment là où il excelle. Le RF est très similaire au centre, mais produit beaucoup plus de résolution globale en close focus. Test de stabilisation. Je suis arrivé à produire des images nettes à 1/4 de seconde à 200 mm et de manière systématique à 1/20 de seconde, ce qui est proprement hallucinant. Je tiens à préciser que j'ai fait ce test après une session de sport bien énervée et j'avais vraiment du mal à tenir mon boîtier sans trembler. Ces résultats sont donc atteignables et dépassables par à peu près tout le monde. Magnification et focus breathing. Vous avez peut-être remarqué, la magnification du RF est plus faible que celle du EF. C'est dû au focus breathing du RF qui se manifeste et qui est assez important en close focus. Si vous faites la map à 10 mètres, vous ne verrez pas la différence, mais ici, à 3 mètres, le RF se comporte comme un 180 mm. Et ça s'aggrave quand on s'approche. Ici, à 1m20, la distance minimale de focus de l'EF, l'écart est fou. Et il faut que je règle le 70-200 EF sur 140 mm pour arriver au résultat de la version RF à 200 mm. Alors évidemment, on a une distance minimale sur le RF qui est beaucoup plus proche. Pour synthétiser, c'est un objet qui a un plus gros pouvoir grossissant, mais qui souffre quand même d'un énorme focus breathing, et c'est dommage parce que la version EF était vraiment un très bon élève quand on le comparait à la concurrence. Ça peut servir évidemment aux gens qui font de la vidéo, mais ça peut servir aussi aux gens qui font du focus stacking. Je vous invite à mater d'ailleurs notre vidéo sur le focus stacking. Flair. Alors, j'aimais beaucoup les flares chauds du EF version 2, mais bon, ça peut être relou en studio et ils ont été corrigés sur la version 3. Et le RF hérite des mêmes revêtements. Et tout ça donne un flair beaucoup plus froid et beaucoup plus contrôlé. Voilà pour cette review que j'ai essayé de garder la plus courte possible tout en abordant un max de points. Et comme vous le voyez, Canon a enlevé beaucoup de choses sur cet objet et on n'est pas dupe, c'est pas seulement pour gratter du poids. Dans un marché qui s'est contracté de 80% en moins de 10 ans, il faut faire du bénéfice en vendant beaucoup moins et du coup, il faut marger sec. Et les 2850 € demandés pour cet objet en sont les témoins. Est-ce que c'est une arnaque pour autant ? Je pense pas, parce qu'on n'a jamais vu un objectif de cette trempe dans un format aussi petit. Et il révolutionne vraiment l'usage qu'on pouvait avoir d'un 70-200. Et tant qu'un concurrent ne viendra pas le détrôner, son prix sera donc justifié. Et vu le boucan qu'il a fait à sa sortie, je pense pas que la concurrence le laisse tranquille très longtemps. Moi, personnellement, je le garde et je me sépare de ces deux objets
qui m'ont accompagné un paquet d'années. Et sur cette note mélancolique, je vous laisse. Abonnez-vous, lâchez des coms, cliquez sur la cloche et essayez de maintenir une hydratation adaptée. C'était JB, Bison Bleu. Ciao.